Saint-Julien, c'est 28 hameaux qui se connectent. Oui. Est-ce que c'est facile de connecter tout ce monde? Bien sûr, il y a le centre où il y a du commerce, il y a le vieux village qui est le centre historique, disons, mais après, on peut très bien avoir des gens qui vivent des années dans un hameau et qu'on ne connaît pas. La cohésion ne peut pas tellement se faire à partir du moment où il y a 27 hameaux et que c'est très éclaté. Il n'y a pas cette vie comme on trouve dans les petits villages où il y a le village et puis une place du village où tout le monde se rencontre. Il y a 28 hameaux, mais à l'époque, ils n'étaient pas habités. Il y a des tas de hameaux qui n'étaient pas habités du tout. Ils étaient en ruine. Il y avait peut-être quelques cabanons pour des chasseurs, mais c'était pas du tout pareil, quoi. Le village, c'était pas comme ça. Il y avait moins de maisons, maintenant il y a plus de monde. À l'époque, on était, la commune de Saint-Julien, je crois, on était autour de 600, quoi. Maintenant, on est 2400. Hein. On voyait quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on était très étonnés. Maintenant, dans le village, quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît, on est aussi très étonnés. Goodbye. Goodbye. Je prends mon balai. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Au revoir. Est-ce que cet endroit où on est-ce qu'avant il ressemblait à ça? Ici, il n'y avait rien. Il y avait du terrain et c'est tout. C'est la maison avec l'église, c'est notre maison avec mon père, ma sœur. C'est la photo qui est prise depuis le croisement, là où nous avons avec ma sœur passé notre enfance. Il n'y avait rien du tout. Avant que l'école soit construite, c'était un champ de lavande. Et avant, c'était un champ d'amandier. C'est la même photo, mais avec le champ d'amandier. Ça, c'est toujours au même endroit et c'est des moissons. C'est une moissonneuse. Enfin, c'est plutôt une batteuse, ça. Ça permettait de séparer le grain de la paille. Quand ils avaient moissonné, ils faisaient des paillets comme ça. Il y avait des paillets autour de toutes les maisons. Puis après, ils l'utilisaient pour les animaux, je pense, pour les poulaillers, pour les lapins. On a vécu dans un milieu rural, c'était la campagne, vraiment la campagne. Oui, il y en avait beaucoup de champs, beaucoup de champs. Puis après, il y en a plein des campagnes. Je suis né ici à Saint-Julien, au hameau des Bernes, après les Rouvières, dans le cru en bas. J'ai toujours été agriculteur. Exploitant agricole maintenant, et avant on disait paysan. Ici, localement, c'était de la vigne et du blé. Du blé et de l'orge. L'orge pour nourrir les porcs, surtout les porcs, les bovins, enfin les animaux, les volailles, les lapins, et le blé pour le pain.
Moi, j'ai commencé à travailler avec un cheval. Je me souviens encore de la lueuse avec les chevaux. Mais j'étais petit, hein. Ça, je me souviens. Et mon père et le voisin, ils mettaient 2 chevaux à la lieuse et faisaient comme on a vu à la fête des moissons. Mais après, ça a évolué vite, hein. À 50 ans, il faut voir le progrès. Moi, j'ai travaillé avec les chevaux, hein. Labourer, charrier les bois, étendre le fumier. Et pas de tracteur, hein. Cette époque-là, tout le monde avait 2, même plusieurs chevaux, hein. Il y en avait qui en avaient 3. Vous y passiez des fois 3-4 jours dans le même champ pour labourer. Vous marchiez tout le jour, hein. Tout le jour derrière le cheval. Il avait un mulet, mon père, pour la vigne, pour le jardin. Les animaux faisaient partie de la campagne, hein. Au-dessus, sur la place, il y avait le grand-père de Marion, hein, c'est-à-dire le grand-père de son mari, qui avait un âne avec une charrette. Donc lui, il faisait le bois, il faisait tous les petits travaux qu'il avait. Il avait quelques terrains, il cultivait un petit peu, et il était employé au projet chaussée, et les week-ends et les vacances, il travaillait ses terres. On est devant une batteuse qui a été achetée en 1930 par un groupe de personnes, d'agriculteurs de Saint-Julien. Ils étaient 9, donc c'était une petite révolution, car avant on battait les gerbes avec le cheval et le rouleau. Là c'était un gain de temps énorme. On a des personnes en haut qui sont en train de mettre les gerbes qui ont été préalablement coupées. La paille sort derrière et le blé passe ici. C'était une partie qui permet de tamiser le blé. Il y a un système de godet qui entraîne le blé et qui vient ensuite dans le sac ici. Tout ça est entraîné par un tracteur avec une courroie plate et une poulie. Le maréchal Ferrand, il était, quand on monte dans Saint-Pierre, il était un peu avant la pizzeria, à droite. J'habite juste à côté, là, où il y avait la forge. Elle allait faire offrir le cheval. Mon père, il allait faire offrir le cheval. Qu'est-ce que c'est un maréchal Ferrand? Un maréchal Ferrand, c'est un monsieur qui travaille sur les chevaux. Il mettait un fer sous le pied, enfin, sous le pied du cheval. Après, avec la forge, il arrangeait le fer à la largeur du pied du cheval. L'odeur de comment on appelle la corne, quand il brûlait les pieds, là, pour bien que le fer ait sa moite. Je me souviens de cette odeur. Et ça sentait la corne, on dit, brûlée, quoi. Il y avait des maréchals Ferrand dans les hameaux même. Il y avait tellement de chevaux. Je ne sais pas, moi, dans la commune, il y avait peut-être 300 ou 400 chevaux. À Saint-Julien, il y a beaucoup des chevaux, il y a des animaux, il y a des vaches, il y a des moutons, il y a le berger. Et nous, on avait le troupeau, on avait les bêtes. Et là, l'hiver, on avait combien? 130-240 hectares de collines. Ils se vendaient, on en vendait à Nice, on en vendait à Aix, à Marseille. Et il y avait des gros troupeaux quand même, oui. Il y en avait plusieurs ici. Ils partaient dans les Alpes, voilà. Le 15 juin, on partait. On partait d'ici, du village, et on allait au col de l'Os. On montait à pied, on mangeait un cours de route, on mettait 3 jours, 3-4 jours. La transhumance, c'était le déplacement des moutons de leur de leur bergerie à la montagne pour avoir de l'herbe.
Et il passait, oui, 3 mois à peu près. Il partait de juin à septembre. Et on tout était ici aussi, les campagnes. Qu'il fallait le passe, qu'il fallait le bouscatier, qu'il fallait le carbone de bosse. J'ai toujours vécu avec des anciens aux Rouvières, ils parlaient toujours au provençal, surtout le patois. Surtout le patois, le provençal pur, mon père le parlait, mais c'est le patois, donc je comprenais. Mon père parlait provençal. Et quand il voyait son frère ou ses copains, il parlait en provençal, quoi. Quand ils allaient chasser, ils parlaient en provençal. C'était une façon de se réattribuer peut-être des souvenirs ou une appartenance, quoi. Quand ils se rencontraient, ils se parlaient en provençal. Et on parlait tous le provençal, moi je parle très bien le provençal. Sur les Saint-Guyane, il a toujours vécu et créé qu'il va les rester jusqu'à la fin. J'ai un collègue qui a 90 ans, là, quand on est ensemble, là, pas une virgule de français. On parle tout en provençal. Si mi metti a parla patois, eh bien ça me plaît. Alors je n'arrêterai pas. À l'époque de mes parents, quand mes parents étaient jeunes, apparemment, à Saint-Julien, il y avait tout. C'était la vie. Il y avait la mairie en haut, il y avait l'école en haut. Et oui, c'était en haut avant, il y avait tout en haut. Des notaires, il y avait du monde, des gendarmeries en haut aussi. Hein. Il y avait la poste, il y avait le percepteur. Il y avait une épicerie, un cordonnier. Je suis pas loin, moi, de Saint-Julien, du village. J'allais toujours là-haut aux courses. C'est pour ça que ça s'appelle Saint-Julien ici, parce que c'était Saint-Julien en fait. Maintenant, Saint-Julien est devenu un hameau comme le reste, et Saint-Pierre est devenu le centre administratif de la commune, quoi. Saint-Pierre, il n'y avait rien. Il y avait une maison dans le village. Là. C'était que des paysans. Tous les soirs, ils montaient avec les chevaux là-haut. Il leur fallait 1h30 le matin. Comme les gens ont commencé à cultiver, en fait, ils sont descendus dans la plaine et là, ils ont construit des maisons. La société est descendue, tant et si bien qu'à un moment donné, ils n'ont plus voulu monter pour aller poster une lettre, pour aller voir le percepteur. Et il a été décidé de proposer de tout redescendre dans la plaine. Je me souviens des commerçants de Saint-Pierre, l'épicerie de Madame Hugou était à la place du bar, les 2 boulangeries étaient à leur place actuelle. Nous allions courir à Varage car il n'y avait pas de docteur, de kiné, ni de dentiste, ainsi que de pharmacie. Je me souviens aussi de Carpath, le clochard qui allait de village en village avec sa charrette. Les souvenirs de Saint-Julien sont arrivés après qu'on ait lu le fameux livre de Georges Perec, Je me souviens. Nous avons dit, on va demander aux gens du village d'écrire leurs souvenirs. Alors, à partir de là, nous avons mis des petits cahiers dans tous les hameaux, chez les médecins, chez les kinés, chez les commerçants. Et lorsque on a récupéré les cahiers, on en a fait ce livre qui s'appelle « Je me souviens ». Je me souviens d'une petite grand-mère qui venait vendre les reines Claude à la fin des grandes vacances. Elle passait en voiture de hameau en hameau. Je me souviens qu'il n'y avait pas de docteur. Je me souviens qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de chemin goudronné et pas de taxiphone. Comment vous faisiez pour avoir l'électricité? L'électricité, elle était dans le village, mais il y avait des hameaux qui n'avaient pas d'électricité. Et c'est venu petit à petit. Hein. Il a fallu que M. Vanetti arrive pour avoir l'électricité chez mes beaux-parents.
À l'époque, on ne se chauffait pas à l'électricité. On se chauffait avec des poêles, on se chauffait. Donc, il fallait l'hiver, en tout cas, aller couper du bois pour pouvoir se chauffer. Dans les maisons, il n'y avait pas de chauffage. Hein. Il y avait la cuisinière en bois, mais après, dans les chambres, il n'y avait rien. Hein. Il y avait le fer à repasser chaud, il y avait les gros cailloux. On faisait chauffer, on se débrouillait. Le soir, ou on mettait des bouillottes dans le lit, ou alors nous faisions chauffer on appelait ça des quadous, c'est des gros moellons du Verdon. Mon père avait des terres et quelques lambeaux de bois. Et il faisait des charbonnières avec le charbon de bois. Moi, je coupais du bois à l'âge de 14 ans. On partait d'ici à 6h30 le matin. On allait au parc du Gard à pied. Et le soir, tant qu'il n'y avait pas la première étoile, on ne revenait pas. En 56 et 57. On en avait coupé 200 tonnes à l'âge. Il y avait énormément d'Italiens qui étaient immigrés et qui étaient charbonniers, parce qu'en fait, en Italie, il n'y avait rien. Mon grand-père là, était du côté de Bergame, et en fait, il y avait seulement la forêt, et donc il savait faire que ça, en fait. Mon papa employait un Italien qui s'était réfugié, qui faisait des charbonnières. Donc ça, c'est encore toute une technique, la charbonnière. Il faut savoir la faire pour pas qu'elle s'écroule. Si elle s'écroule, tu mets le feu à tout le bois. Il y a des endroits où il y a absolument plus d'herbe. Ça fait de grands espaces comme ça. Et donc ça, c'était des emplacements de charbonnières. C'était très compliqué. Hein. Ils mettaient du bois comme ça brûlait doucement. Et on faisait le charbon de bois parce qu'à l'époque, on ne se chauffait qu'avec du charbon de bois. Voilà. Mon arrière-grand-père, il faisait le marchand de bois. Il faisait les charbonnières. Après, il récupérait le charbon des collègues. Et avec les charrettes, il menait tout ça à Marseille. On avait un curé qui demeurait en permanence aux Rouvières. Il avait sa maison, la curiale. Alors celui-là, c'est ma mère qui faisait la sacristine, qui s'occupait de faire le catéchisme. Elle s'occupe du linge de l'autel, du curé, de tout ce qui est tissu, de nettoyer les burettes, approvisionner en vin, en eau pour les services de la messe. Elle sonnait les offices. On a tous fait du catéchisme. C'était un peu obligé, en fait. Je crois qu'aucun des enfants ne pouvait se permettre de ne pas y aller. Le catéchisme, c'était important à l'époque. Hein. À l'époque, on était tous enfants de cœur. Hein. Le dimanche, il fallait aller à la messe, servir au curé. Ils donnaient le vin blanc. Et de temps en temps, on y piquait le vin blanc. On avait un curé qui était un peu progressiste et qui acceptait que les filles soient enfants de cœur. Donc j'étais très fière d'être enfant de cœur, moi aussi, qu'il n'y ait pas de raison qu'il n'y ait que les garçons. Et on faisait aussi chaque année la crèche vivante à l'église de Saint-Julien, où on était déguisés en provençal. Et on faisait une espèce de pastorale, en fait, avec des chants en provençal, et puis la messe de minuit. Et c'était une fête pour tout le village, puisqu'on faisait des répétitions, donc il y avait tous les parents qui venaient. Voilà, c'était une façon de fêter Noël, je trouve, qui était assez sympathique. Et ils portent le sein sur les épaules, en chantant les cantiques, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, au Rouvier, on le fait toujours, hein, pour la Sainte Philomène. Pour la Sainte Philomène, il y a la procession. Et que Saint-Pierre qui avait l'eau, hein, l'eau, elle venait de la source du milieu de la colline, là, de Saint-Julien. Elle allait chercher l'eau au puits. Sur le croisement, au rond-point, il y avait un puits. Il n'y est plus, il est sous la route. À Saint-Pierre, là-haut, où il y a le Chiratoire, il y avait un puits. Et il y avait une poulie avec un seau, et vous tiriez à la corde. Et ouais, il fallait tirer l'eau du puits comme ça.
Moi, quand j'arrivais de l'école, parce que j'allais à l'école en Rouvière, là, c'est la corvée de l'eau. Les gens venaient chercher l'eau. Et il y a beaucoup de gens qui venaient à ce puits. Il fallait charrier de l'eau pour les chevaux. Le cheval, il buvait trop le matin, à midi et le soir. Il buvait un seau de 10 litres d'eau. Et chaque fois, tout le monde allait chercher de l'eau. Il fallait faire la queue. Les personnes qui étaient suffisamment aisées pour faire construire une citerne dans leur maison avaient de l'eau sur place, mais pas au robinet. On n'avait pas les moyens d'avoir une pompe qui puisse faire monter l'eau comme on a maintenant à l'évier. Ça n'existait pas. On avait une citerne, on appelait ça la pile, l'évier, et on avait un seau avec l'eau qu'on montait de la citerne. C'est-à-dire que quand il pleuvait, on laissait la pluie s'écouler un certain temps pour nettoyer les gouttières. Quand on supposait que les gouttières étaient propres, hop, on laissait entrer l'eau dans la citerne. Comment vous faisiez pour vous laver? On se lavait à l'évier et chacun à tour de rôle, on s'enfermait dans la cuisine. On se lavait dans la cuisine. Il n'y avait pas de fosse septique, donc la cuisine servait de salle de bain en même temps. Hein. Je faisais chauffer l'eau. Il faisait la toilette comme ça. Moi, on me lavait dans des bassines, en fait, de grands cuviers en alu. Il n'y avait pas de toilette, hein. Les WC, c'était un trou derrière la maison dans une suie. Les toilettes, c'est dehors, les petits cabanons, hein, comme dans les campagnes. Dans la maison, on avait des pots de chambre, des seaux hygiéniques qu'on allait jeter à la suie. La construction du canal, c'était dans les années 60 peut-être. Pour une fois, on avait un peu des gens de l'extérieur. Ils avaient travaillé peut-être, je ne sais pas moi, 2 ou 3 ans pour mettre l'eau. Il y avait des rochers, quoi. Et pour faire les fondations, pour mettre les tuyaux. Et ils faisaient ça là, avec des marteaux piqués. Enfin, ils faisaient des mines, ils passaient avant, et ils mettaient des branches quoi, vertes pour pas que ça aille loin, pour pas casser les vitres et des maisons. Après, on a fait les douches, les WC, les toilettes, alors qu'on n'avait pas, quoi. Quand l'eau est arrivée, ça a permis d'avoir, justement, avec une fosse septique, d'avoir les toilettes à la maison. Ça a été quand même un peu une révolution, quoi. C'est un avion. Ce n'est pas donné, mon garçon. Et oui, il faut beaucoup d'argent pour faire voler cette machine. Le moteur fonctionnait mal aujourd'hui, et j'ai eu un peu peur. Ne me dis pas des choses pareilles, ça m'inquiète. C'est pourtant la vérité. Je ne veux rien savoir. Quand j'étais à l'école, c'était la mairie. La mairie actuelle était l'ancienne école, avec 2 classes, une à droite et une à gauche de la porte principale. Dans chaque classe, il y avait 3 cours, 2-3 cours. Il y avait le cours du CP, le cours du CE1, le cours du CE2. Et puis dans notre classe, le CM1, le CM2. Il y avait une trentaine d'enfants entre les grands et les petits. Les enfants qui étaient des hameaux, ils venaient à pied déjà à l'école. De la Mouroille, 5 km. 5 ou 6 même. Quand j'allais à l'école à Saint-Pierre, le matin, je prenais une voiture de ramassage qui me conduisait à l'école et je restais toute la journée à Saint-Pierre et je remontais le soir. C'était l'ancien maire Francis Gillet qui venait nous chercher. Il avait une DS break avec 8 ou 9 places. Dans les années 89, il y avait le car qui allait chercher les enfants dans tous les hameaux. Donc les parents n'avaient pas à venir amener les enfants à l'école. Et je crois qu'il faisait, d'après ce que mon époux avait entendu, 85 km par jour pour aller chercher les enfants dans tous les hameaux. Je me souviens des petits plats que nous préparait Madame Pourrière pour notre plus grand plaisir à la cantine. Je me souviens du temps où le chauffage de l'école était au feu de bois. Bois rentré dans la cave, bois porté près du poêle. Conclusion, les élèves se chauffaient plusieurs fois vu que le même bois. Je me souviens de la factrice, Madame Barle, qui faisait toujours la tournée coiffée d'un très grand chapeau.
Au début, mon père était agriculteur et dans les années 57, il a pu rentrer à la mairie et après il a eu l'opportunité d'être garde champêtre. Qu'est-ce qu'un garde champêtre? Ben, c'est un monsieur qui surveille dans la commune. Ils avaient un costume, un chapeau spécial, d'une couleur spéciale. L'été, c'était du beige et l'hiver, c'était du bleu marine. Je me rappelle qu'il avait la trompette, il passait dans la rue et disons, il donnait 2 ou 3 coups de trompette et il racontait ce qu'il devait dire, quoi, son programme, quoi. Avise la population, ça. Avise la population. Il disait l'information, hein, que la mairie devait communiquer aux gens. À l'époque, il y avait déjà 28 hameaux, 27 hameaux, ils y étaient déjà. Donc il avait je crois que c'était une 4L de la mairie. Et on faisait le tour dans tous les hameaux pour annoncer. D'ailleurs, je ne sais même plus quoi, mais j'aimais faire les annonces. Alors, je prenais un micro et voilà, j'annonçais. Mon père était viticulteur, d'accord. La vigne, moi quand j'étais gosse, j'allais tailler la vigne, j'allais ramasser les sarments. Ici, les enfants, très souvent, dans le Var ou même dans le Haut-Var, ils aidaient les parents, soit aux moissons, soit aux vendanges. Je travaillais dans les vignes à partir de l'âge de 11 ans. À 11 ans, j'allais aider mes parents à vendanger. Je faisais à main. Maintenant, ils font à la machine, mais avant, on faisait tout à la main. On prenait des Espagnols pour venir nous aider. Ça durait une quinzaine de jours. J'ai des photos quand j'étais petite, assise sur le tracteur, avec des Espagnols qui venaient faire les vendanges ici, pour mes parents. Pour moi, c'était de la fête, oui, parce que c'était toujours la même équipe de vendangeurs qui venaient avec leurs enfants. Avec la charrette à cheval aussi. Eh oui. Moi, je sais qu'on avait des vignes en bas à la limite du Var et des Basses-Alpes, à 5 km d'ici, sur la route de Gréoux. Il y avait vraiment, je crois qu'il y avait 330 hectares de vignes passés au moment. Hein. On avait une coopérative qu'on appelait une CUMA, coopérative matérielle en commun. Elle a fermé parce qu'il n'y avait plus de vignes, en fait. Les gens ont arraché les vignes parce que je pense que ça ne devait pas se vendre ou ils ont dû changer de culture. En fait, ici, c'était la limite de la vigne, niveau climatique. C'est-à-dire qu'à Gréoux, il n'y avait plus de vignes, Manosque, il n'y avait plus de vignes, etc. Et on avait des cépages qui s'appelaient des coups d'air et qui faisaient très peu d'engrais, très peu de degrés. On avait des cépages qui étaient plus rentables. On a arraché les vignes pour faire plus que des céréales. On a fait du remembrement dans la commune et on a fait des céréales. Ça, c'est un œil. C'est un bourgeon. Oui. Le bourgeon qui Eh est... bien donc, c'est là que ça pousse. Oui, c'est là que ça pousse. Hein? On appelle ça une fourchette, c'est un outil qui sert à planter les plants de vigne. On a introduit le plant de vigne là, ça ne peut pas passer. Donc, on enfonce dans la terre à peu près jusqu'à 2-3 cm de hauteur. Alors, on plante le tuteur à côté. Maintenant, ils font plus bien pareil puisqu'ils mettent sur fil de fer. Mais nous, à l'époque, on mettait le tuteur, c'est-à-dire le piquet de cade rouge, coupé de la lune vieille, c'est inusable. Ça fait deux ou trois machines, 2 ou 3 plantations qu'on peut s'en servir. Cet outil-là servait à... On mettait comme ça, on mettait le pied dessus et on mettait le tuteur à côté. La première année, on attend que ça pousse. Et quand ça pousse, ben, il faut y passer en traite 1 fois ou 2 ou 3, ça dépend de la végétation, pour éviter le mildiou et l'oïdium.
Mes grands-parents maternels étaient plutôt sur des oliviers. Mes grands-parents paternels plutôt sur de la vigne. Tout en faisant, ils vivaient de la terre donc un peu de truffes, un peu qui n'était pas à l'époque, ça se vendait pas particulièrement, c'était pas les restaurateurs les cherchaient pas non plus, voilà, c'était pour eux. Les gens de la terre en fait faisaient, plusieurs métiers. C'était un peu de l'autarcie aussi où chacun, vivait, avec ce qu'il pouvait produire et Tout le monde avait le jardin. Tout à fait. Les fruits, on avait des cerisiers, les pruniers, et cetera. Quand j'étais enfant, on se nourrissait essentiellement de ce qu'on produisait. On suspendait énormément de tresses d'ail, d'oignons, et cetera et comme ça, on pouvait les conserver tout l'hiver. On avait des poules, des lapins, un cochon, 2 chèvres. On n'avait pas de boucher, le boucher il passait 1 fois par semaine, donc c'était les animaux de la ferme. J'allais ramasser des glands parce qu'on élevait un cochon pendant la guerre. En janvier, c'était le moment où la période où on le tuait. On l'attachait les pattes arrière, on le suspendait par les pattes arrière, la tête au niveau d'une grande bassine. On lui coupait la gorge, on récupérait le sang pour faire des boudins. Après, on faisait du saucisson, du petit salé, du jambon cru. On avait de la viande, de la charcuterie, comme ça, toute l'année. Ça, c'est ma mère qui élève un cochon. Après, quand ils avaient tué le cochon, ils le suspendaient comme ça. Et il fallait au moins 3 ou 4 pour le tenir, disons, pour le saigner. Et je sais que ça ne me plaisait pas. Hein. Et ils faisaient ça, mes parents, pour un jeudi, pour que je sois là pour les aider, quoi. Il y avait beaucoup de troc entre nous. Tu échangeais les gens qui n'avaient pas de quoi élever un cochon, on échangeait des boudins contre, je ne sais pas, du vin ou du miel ou de l'huile d'olive ou des œufs. Ils vivaient à 90% de leurs produits. Ils avaient même, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des chèvres, ils avaient le lait, ils avaient les cochons, ils avaient, enfin, tout était, disons, familial, quoi. Vous préférez Saint-Julien avant ou maintenant? La vie, elle était complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la télévision, on n'avait pas de téléphone, et on avait une vie sociale très importante. Toutes les occasions étaient bonnes pour se réunir, jouer aux cartes, etc. Alors c'était la période des oreillettes, le gâteau des rois, etc. Et on avait des relations humaines très importantes. Les bons souvenirs, c'était les soirées, les veillées, au moment où on ramasse les amandes. Là, plusieurs personnes du village, on s'entraidait comme ça. On allait plusieurs familles chez quelqu'un à tour de rôle. Donc, on mettait une grande toile de jute par terre. Les enfants s'asseyaient en tailleur sur la toile de jute et les adultes se mettaient autour avec sur les genoux une pierre, une brique qui était légèrement creusée au milieu. Et avec le marteau, ils tapaient l'amande et ils la lançaient par terre. Et nous, les enfants, notre rôle, c'était de décortiquer l'amande, de mettre la coquille d'un côté et l'amande de l'autre. Et on passait des soirées comme ça à écouter des anecdotes. Les vieux avaient toujours des anecdotes à raconter. Alors on écoutait les oreilles bien tendues. Ça nous passionnait, ces histoires-là. Après, ma mère faisait un gâteau et les hommes jouaient aux cartes. Ça, c'était une génération ensemble. De toute façon, souvent dans les familles, il y avait la famille qui habitait ensemble, le grand-père, la grand-mère. On faisait de la confiture, on faisait la cuisine, on reprisait, c'était comme ça. On était peu nombreux, donc tout le monde se connaissait, c'était la famille. Même, on était voisins, mais on était tous cousins, cousines, je dirais. Puisqu'il n'y avait pas de limite, de barrière, on était toujours ensemble. Est-ce que la télévision existait?
Il y avait une personne qui avait la télévision, elle s'appelait Céleste. Alors tous les hameaux des Rouvières se retrouvaient chez Céleste pour regarder la télévision. Un petit appareil comme ça, il l'avait mis au-dessus d'un frigo, un des premiers frigos de l'époque. Et le soir, après le repas, il y avait spectacle. Les vieux venaient, elle mettait les chaises, comme au théâtre. On regardait le film, et à la fin du film, il n'y avait pas un mot, hein, à la fin du film, elle offrait un raisin dans l'eau de vie. Ça, c'était les années 66, 64, 66. Je me souviens de l'émission Les Maîtresses du Mystère. Je me souviens des années 74-75. J'avais donc 8 ans. Madame Janetti avait un chien qui restait avec nous dans la cour. Quelquefois, le chien s'échappait de la cour et allait vagabonder dans le village. Il fallait donc aller le récupérer. Souvent, nous faisons semblant de ne pas pouvoir l'attraper pour rester plus longtemps en liberté. Je me souviens dans les années 60 d'avoir vu à la télévision un instituteur qui creusait la piscine avec des adolescents. J'ai connu la piscine en 72, toute la famille, enfin mes petits-enfants, ma fille et mes petits-enfants ont appris à nager à la piscine de Saint-Julien. Elle était au centre du village, quoi. On y passait tous nos étés. C'est là que nous avons tous appris à nager à l'époque, puisque les cours étaient gratuits pour les enfants du village. Mes enfants y allaient, les neveux y allaient, les enfants des copines allaient là-bas. À l'époque, quand j'étais petite, personne n'avait de piscine privée chez lui, hein. Nous étions les seuls dans le canton, donc on avait tous les copains qui venaient. C'est aussi quelque chose qui amène du monde, parce que nous, on connaît des gens qui ont vendu leur maison ici parce qu'il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus de piscine pour les gosses. Voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de piscines privées, quoi. Donc les enfants, l'été, ils sont chez eux, à leur piscine, avec leurs copains. Et il n'y avait pratiquement plus personne dans cette piscine. Enfin, c'était plus du tout la même attractivité. La population elle ne cessé de diminuer jusqu'en 1962. En 1962, on était 352, je crois, ou quelque chose comme ça. Et à partir de 1962, la population a commencé à augmenter. En 70, on est passé à 400 par là. Puis après, ça a fait que progresser, puisqu'aujourd'hui, on est 2400. Hein. Ça a commencé à être attractif, je ne sais pas, peut-être dans les années 90, j'ai l'impression que les maisons ont commencé à se construire, quoi. Au départ, c'était des maisons secondaires seulement qui se construisaient, des gens qui venaient l'été ou pour les vacances. On a beaucoup augmenté la population de 400 à 2600, mais avec 2600, on n'a pas d'activité qui justifie les emplois pour 2600 personnes. Ce sont des gens qui travaillent autour, Cadarache, Iter, Manosque, parfois même Aix, etc., et qui viennent vivre ici. Cadarache, c'est quand même un site important où il y a pas mal de sociétés qui se sont implantées et énormément de personnes travaillent sur le site de Cadarache et habitent en Saint-Julien, à Saint-Pierre, aux Rouvières et dans la Verdière également. Il y avait la fête aux Rouvières, il y avait la fête à Saint-Julien et la fête à Saint-Pierre. 3 églises, 3 cimetières, 3 fêtes. Saint-Pierre, je crois que c'était le dernier dimanche d'août. Et les Rouvières faisaient sa fête, comme elle l'a fait maintenant, le 4e week-end de juillet. Et donc c'était 3 jours, 4 jours, jusqu'à 16 jours de fête il y a eu. Les fêtes locales, oui, c'était la fête village. Il y avait le bal, en fait.
On l'attendait, parce qu'on sortait pas trop non plus, donc on faisait la fête effectivement quand on était jeune, avec les manèges, avec les balles. Quand Monsieur Janetti a été maire, en fait, il faisait venir énormément d'artistes. Il y avait Julien Clerc, il y avait Annie Cordy, il y avait Maxime Le Forestier, que les stars de l'époque. Les personnes âgées, elles s'asseyaient, elles faisaient tapisserie, comme on dit autrefois. Elles s'asseyaient autour de la piste de danse et tu as vu celui-là, il a dansé 2 fois avec celle-là. Tu as vu celle-là comme elle s'est maquillée. Et ils observaient ceux qui dansaient ensemble, ceux qui ne dansaient pas. Tout le monde y participait, tout le monde était content d'y participer. Le jour de la fête, même si on est fâché, on accepte d'être tous ensemble et de faire la fête ensemble, quoi. Quand les jeunes gens se rencontraient, ils n'étaient pas forcément du même hameau. Donc si ça matchait, qui faisait un couple, les hameaux se rapprochaient. C'est important parce que le village il vit par la vie associative. De moins en moins aujourd'hui, on a des occasions de se rencontrer. Ça représente quoi pour vous, la fête des moissons? La fête des moissons, c'est une représentation de toute la Provence en général. C'est la fête de fin de saison à Saint-Julien-de-Montagnier. Et ça fait vivre le village et en même temps, ça le fait connaître vis-à-vis des touristes. C'est le faire voir comme faisaient nos anciens, quoi, voilà. En mémoire de nos parents, quoi. Je veux dire, mon père, mon grand-père étaient paysans, donc en mémoire d'eux, c'est la mémoire vivante, quoi. Saint-Julien, ça représente quoi pour vous? C'est une grande commune avec 28 hameaux. Et puis tous ces hameaux se représentent aujourd'hui sur Saint-Pierre, le plus gros hameau de Saint-Julien. Saint-Julien, pour moi, c'est la nostalgie de l'enfance, des vacances et de la liberté quand on était lâchés dans les rues du vieux village avec les grands-parents. C'est un village qui est très agréable pour nous à vivre. C'est une commune rurale telle que comme il y en a dans le Haut-Var. Hein. Il y a encore une paysannerie, encore de l'agriculture.